Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Bonjour à tous. Avec ce podcast, j'adore mettre en lumière des parcours non linéaires, discuter avec des gens qui ont pris des risques, qui ont osé suivre leur désir d'entrepreneuriat et de créativité. Je pense à l'épisode 12 avec Inge de Kai Bags, qui est allée du bâtiment à la lingerie puis à la création de sa propre marque de sacs. Et aussi à l'épisode 15 avec Gilles de Bertel, qui est passé de la banque aux chemises puis aux bretelles. N'hésitez pas à écouter ces épisodes, ils sont passionnants. Et bien aujourd'hui, avec Peggy Hake, Business Advisor au MAD à Bruxelles, nous avons là aussi une acrobate, une audacieuse, une femme qui a osé les grands écarts. De High Van de Vost au développement produit essentiel, elle a suivi son amour du bien manger pour ouvrir le premier traiteur-restaurant vegan à Anvers. Aujourd'hui, au MAD, c'est d'autres challenges qu'elle nous racontera. Je ne vous en dis pas plus et laisse tout de suite la place à mon invitée, Peggy Hake. Bonjour Peggy. Bonjour Astrid. Alors, je commence toujours avec cette première question qui est « Qui souhaitais-tu être enfant ou plutôt quel métier t'aurais rêvé faire quand tu étais petite fille ?» Moi, j'avais plusieurs rêves. Donc, ma mère, elle a eu dans le temps un atelier de couture chez nous à la maison. Et donc, voilà, moi, je suis née et j'ai vécu pendant des années parmi des rouleaux de tissu, des Vogue, des magazines, des robes de mariée. Et donc, voilà, j'avais une partie en moi qui voulait être styliste mode. Ma mère a toujours voulu que quand j'apprenais à coudre, pour suivre son parcours, mais la couture, la partie technique, ça m'a jamais intéressée. J'étais aussi nulle en couture, je sais toujours pas coudre. Mais voilà, je suis une personne hyper enthousiaste, donc j'ai eu plusieurs idées. J'étais fort intéressée dans la médecine, donc à un certain moment, je voudrais devenir médecin. Mais voilà, j'ai peur du sang, donc voilà, mauvaise bonne idée. Mais j'ai beaucoup aimé la peinture et l'art, donc je voudrais être artiste, ça a beaucoup changé. Et j'ai une passion pour la cuisine, j'aime bien cuisiner. Et donc voilà, je voulais aussi être chef. Et ça, j'ai fait dans un petit temps de ma vie. Mais donc voilà, c'était un peu un mélange de tout. Chouette. Et alors, qui es-tu? Comment tu pourrais te décrire aujourd'hui, Peggy? Aujourd'hui, je suis Business Advisor ici au MAT, le centre bruxellois de la mode et du design. Voilà. Et j'ai eu un parcours hyper varié qui me sert beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, moi, je suis la génération X, party hard, work hard. Donc, moi, j'ai surtout, entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai fait beaucoup la fête. C'était aussi une période, je pense que la série Netflix avec les drag queens. Ah oui. Pose, ça c'est vraiment cette époque-là, quoi. Oui. Ça c'est très représentatif pour chouette. comment les boîtes de nuit étaient, un café d'Anvers était important à cette époque-là. On faisait la fête, mais like there's no tomorrow, vraiment. Chouette. Et donc pour moi, entre mes 20 et mes 28 ans, le plus important, c'était de faire la fête le week-end. Et donc, j'ai travaillé dans des restaurants et entre-temps aussi, j'ai travaillé comme mannequin de cabine dans des showrooms à des foires internationales avec Anvers. Et donc, à mes 28 ans, j'ai eu quand même un peu... un wake-up call de... mais voilà, qu'est-ce que je vais devenir? Je fais la fête tout le temps. Et donc là, voilà, c'était un peu une alarme et j'ai appris un peu à comment fonctionne un ordinateur parce que je ne le savais pas et j'ai pris des cours Word et Excel. Cool. Et finalement, Anne et Philippe de High Van de Vorst,
voilà, c'était un peu il venait souvent manger où moi je travaillais. Et c'est des gens aussi qui sortaient beaucoup. Donc, un jour, ils m'ont invité pour aller avec eux à Paris pour présenter leur première collection. Et donc, c'était plutôt, tu peux aller avec nous en tant que mannequin de cabine. Ouais. Et si on a beaucoup de clients, toi, tu sais aussi écrire un bon de commande parce que tu sais comment ça fonctionne. Ouais. Et donc, c'était un succès de fou dès qu'ils ont présenté leur collection. Et moi, j'ai écrit des bons de commande avec eux. Et ils sont retournés à Anvers. Et voilà, c'était beaucoup de travail pour Ouais. gérer tout ça. Ils m'ont engagée. Ouais. Et comme ça a commencé mon aventure dans la mode, Cool. qui a quand même... c'était un très long parcours dans la mode quand même. Et je suis toujours là-dedans. Et voilà, j'ai travaillé 7 ans chez eux en différentes fonctions. J'ai commencé un peu en administration, puis je m'ai occupé des ventes, organisation, showroom. J'ai aussi travaillé sur l'organisation du défilé avec l'agent de presse dans le temps Cookie de Salvert. Et finalement, j'ai évolué en développement de collection et production. Et là, voilà, j'ai vraiment trouvé que le développement de produits, c'est vraiment ma passion. Et voilà, il y a 9/11 qui est arrivé et à F1 Divorce, ils avaient 40% de leur chiffre d'affaires en Amérique. Ça a été catastrophique. Ils ont dû virer beaucoup de gens. Ouais. Et voilà, moi, j'ai commencé à travailler après chez Véronique Branchino en tant qu'assistante créative. Et là, voilà, j'avais quand même découvert que voilà, moi, j'avais mes limites parce que j'ai jamais eu de formation stylisme. Et voilà, ça sont des vrais créateurs qui commencent d'un concept à des créations. Et là, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Si tu n'es pas formé en tant que styliste, c'est Ouais, quand même je difficile d'être assistante créative. Ok. Voilà, j'ai quitté Véronique. Je suis retournée chez AF1 Divorce où j'ai travaillé sur la lingerie. La lingerie, c'est un monde très à part. C'est lié à la mode, mais c'est pas la mode. Ouais. C'est hyper compliqué parce qu'au niveau technique, les soutiens-gorge, c'est un cauchemar. Ouais. J'ai toujours entendu ça. Oui. Et au niveau des références, du coup, c'est... Oui, et aussi, ça commence à bien fonctionner à partir quand tu commences à vendre des cubes D. Ouais. Mais c'est très compliqué parce que cela veut dire que tu dois faire... c'est vraiment comme ça, c'est 70 A, B, C. C'est ça. Il y a plein de Au références. niveau de production, c'est fou. C'est presque impossible. Et aussi la teinture de tout, parce qu'il y a beaucoup plus de fournitures dans un soutien-gorge, dans un manteau. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est hyper difficile. Après 2 ans, voilà, moi j'ai aussi senti qu'il voulait arrêter parce que c'était pas viable du tout. Et là, moi j'ai quitté AF1 Divorce pour aller travailler pour la première fois dans ma vie dans une boîte corporate chez Levi's, qui était dans ce temps encore à Bruxelles, tout près de l'ULB. Et dans le département de développement du 501. Incroyable quand même. Ouais, c'était hyper intéressant parce que voilà, corporate, c'est énorme comme boîte. Et donc, ce qui était quand même intéressant, et j'ai appris beaucoup au niveau de gestion de data en développement parce que c'est énorme. Ouais. Et donc, c'est bien parce que là aussi, moi, j'ai appris à analyser la data. Le problème, c'était que j'étais bloquée dans des fichiers Excel. Ouais, c'est ça. Et pour moi, bon, il n'y avait plus de créativité, il y avait après plus... 3 ans, je ne pouvais plus des fichiers d'Excel parce que j'étais pas assez sur le produit et pour moi, ça n'allait pas. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai quitté Levi's, qui à l'heure actuelle n'est plus à Bruxelles, même plus en Europe. Donc, uniquement, bon, je veux dire le développement. Oui. Le département développement était en Turquie. Et voilà, j'ai commencé à travailler chez Essentiel, où j'ai resté longtemps. Super bonne expérience, très chouette équipe, très chouette produit. Ouais, c'est super. Et voilà, les créateurs, le binôme Inge, Tom,
c'est canon. Ouais. Mais je suis tombée très malade. Et à la base de la maladie, c'était des allergies alimentaires. Mhm. Et ça a bousculé un peu ma vie parce que voilà, qu'est-ce que je vais manger? Et là, j'ai découvert la cuisine végane. Et pour quelqu'un, une passionnée de cuisine comme Ouais. moi j'ai découvert, allez, ça a ouvert des possibilités, des nouvelles choses C'est chouette de le voir comme ça. oui, à essayer. Que voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était là en 2014, qu'à Anvers, il n'y avait rien. En Belgique, il y avait très peu de véganes. Et voilà, après mon absence de 3 mois, je suis retournée chez Essentiel. Et voilà, c'était difficile parce que j'étais absent pendant longtemps. Donc, il n'y avait plus de place pour moi. Mhm. Et pour moi, c'était l'opportunité. C'était Ouais. comme, voilà, c'est une signe que Ouais. Il faut que je me lance. je dois me lancer parce que ça a toujours été quand même quelque chose. Quand tu aimes bien cuisiner, je pense qu'il y a beaucoup de gens Oui. qui rêvent d'un jour, Ouais. on peut s'épanouir dans la cuisine. Hein. Bien sûr. Donc, et voilà, moi j'ai lancé en 2015 Carotterie 2000 au centre d'Anvers, un traiteur végétalien. Et ça a cartonné et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette expérience que j'ai ensuite fermée en 2019. Et donc le 31 janvier 2019, j'ai fermé. Et le 1er avril 2019, j'ai commencé à travailler chez Le Mat, où je suis toujours et j'adore mon boulot. C'est cool. Et qu'est-ce que Oui. tu as appris après, tu vas nous parler du maths parce que c'est passionnant ce que tu y fais. Mais qu'est-ce que tu as appris de ces expériences précédentes et notamment de cette expérience entrepreneuriale avec Carotterie? Oui, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai appris que quand je regarde en rétrospect, déjà dans le business plan, ce que je n'ai pas bien fait, c'est que je n'ai pas fait un benchmark de mes concurrents correct. Mhm. Je me suis comparée avec des sandwicheries et des traiteurs ou des restos qui préparent des salades pour le lunch. Et je ne me suis pas comparée avec, par exemple, quelqu'un qui commence de zéro, qui va vraiment faire tout à la base. Allez, qui fait parce que, par exemple, il y a très peu de restaurants qui font encore leur propre mayonnaise. Moi, je faisais une véganaise. Et donc, c'était tout 100% frais tous les jours. Et voilà, donc la marge, elle doit être beaucoup plus importante de quelqu'un qui va acheter tout chez un grossiste et qui, en fait, Bien sûr. fait des sandwichs hyper simples. Et du coup, tu n'avais pas comparé en fait ton produit final et ce que tu proposais avec les bons concurrents et du coup, tu avais mal positionné ton prix, c'est ça? J'avais mal positionné et Ok. j'avais mal calculé, donc parce que au niveau des marges qui sont employées dans l'ORECA, il y a des marges. Moi, j'allais dû employer les marges d'un restaurant qui est plutôt déjà dans le culinaire. Et donc là, les marges sont beaucoup plus importantes. Bien sûr. Et aussi, ce que moi, j'avais pas... Normalement, les restaurants qui sont ouverts le soir, ils ont beaucoup de revenus des vins, des alcools. Oui, bien sûr. Et tu n'avais pas ça. Et à midi, il n'y a personne qui commande une bouteille de vin. Donc voilà, tout cela. Et voilà, moi, je suis commencé avec une marge qui était beaucoup trop petite. Et le problème, c'est la frustration, c'était que ça cartonnait. Mais j'étais seule et je n'avais pas les moyens pour employer des gens. J'avais besoin de 2 personnes à côté de moi. Et donc, tu as pu changer tes prix un peu? Oui, mais petit à petit, parce que tu ne peux pas doubler. J'avais calculé, là, c'était choquant que je voyais que je devrais doubler mes prix. Mais j'étais obligée de faire ça petit à petit. Et bon, voilà, les gens râlaient un peu. Ah, c'est encore plus cher. Mais finalement, j'ai perdu un seul client. Et voilà, les autres, ils me disaient ça parfois. Oui, c'est cher, mais voilà, l'autre jour, il revenait. Il revenait. Hein. Bien sûr. Et quand j'ai décidé d'arrêter, c'était un drame hein, pour beaucoup de mes clients. Ouais, il y avait une vraie fidélité. Oui. C'était une super adresse. Moi, je m'en souviens très bien. Oui. Ouais. Donc voilà, le calcul aussi, voilà, on pense que ça va être trop cher, mais qu'est-ce que c'est trop cher? Ouais, hein? qu'est-ce que ça veut dire trop cher? Si c'est ça que le client cherche, il ne le trouve pas ailleurs. Ouais. Et voilà,
aussi, il y avait des clients qui me disent, oui, c'est cher, mais je comprends parce que c'est hyper Tout frais. frais. Et c'est ça que je veux, mais je n'ai pas le temps pour le faire moi-même. Donc, je suis prêt à dépenser ce prix. Voilà. Parce qu'ils se rendent vraiment compte. Et j'avais aussi quand même des femmes, tu vois, des femmes qui se soignent très bien, qui ont les fonds. Et pour eux, ce n'était pas un problème. Hein. Même si c'était encore plus cher, ils allaient revenir. Non. Oui, le problème, c'est que tu comparais avec les sandwicheries et c'était pas le bon concurrent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment dans un quartier, quand même, un quartier riche. Ouais. Hein. Donc moi, j'étais au centre d'Anvers. Et donc là, j'ai très vite trouvé ma cible, mais très, très vite. Donc, j'étais vraiment bien placée. Ouais. Donc c'était pas l'emplacement, c'était ton positionnement. Et parce que j'avais pas bien calculé, je me suis épuisée. Bon, je suis plus jeune, hein, donc je pense que quand tu es plus jeune, que tu peux corriger ça et voilà, tu vas rattraper. Mais là, j'étais épuisée et je voulais plus. Ouais, t'en avais plus envie. Et donc, du coup, le MAD, raconte-nous un peu ce que tu fais, quels sont tes engagements aujourd'hui. Donc voilà, moi, je suis business advisor, donc j'accompagne toutes les personnes qui veulent se lancer en mode et design. Et j'organise les événements business comme les masterclass, les workshops, les talks. Mais j'aide surtout les porteurs de projets qui se lancent ou ceux qui sont lancés mais qui ont un problème ou qui a quelque chose qui ne va pas et qui veulent en parler avec moi. Hein, parce que souvent, ici à Bruxelles, on a beaucoup de petites entreprises et voilà, beaucoup d'entrepreneurs se sentent aussi un peu isolés, un peu seuls dans leur aventure et parfois sont épuisés, ils ont besoin d'un échange. Absolument. Ou d'un regard de quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce que je peux améliorer. Et on a des programmes d'accompagnement avec des experts externes. Et comme ça, moi, je peux parfois les lier à un expert externe ou les inviter à la masterclass comme on a fait aujourd'hui. Et là, on voit vraiment moi, je sais très bien aider les gens. Hein. Et c'est très précieux. Ouais. Et ton expérience, toutes tes expériences précédentes sont d'une richesse incroyable à partager avec tous ces créateurs. Oui, absolument, parce que voilà, je peux parler d'expérience et aussi... Et tu en parles en plus avec humilité. Je trouve que tu as tiré des leçons de ces expériences et c'est chouette, tout le monde n'a pas du coup ce recul. Oui, mais aussi parfois, parce que parfois, il y a des gens qui ne peuvent plus et même si c'est jamais un échec. Hein, non. Parce que voilà, le faillite où on en parle, c'est un peu tabou, mais en fait, il y a aussi une vie après. Ouais. Et quel apprentissage, quelle école, quelle école de la vie. Voilà, et donc, et voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est beau de le voir comme ça et c'est exactement ça qu'il faut pouvoir transmettre. C'est que chaque déception, parce que j'aime pas le mot échec, mais chaque difficulté, problématique rencontrée, c'est en effet évidemment des sources d'apprentissage. Oui, absolument. Et c'est forcément en apprentissant qu'on arrive à grandir et à s'améliorer. Ouais. Super. Non, c'est chouette en tout cas, tout ce que vous faites avec le MAD, c'est vraiment une belle organisation. Avec ce podcast, comme tu sais, je parle de la mode belge. Comment tu la définirais? Est-ce que tu aurais plusieurs mots pour décrire la mode belge selon toi? Oui, parce que la mode belge, elle est très large. Hein. On a beaucoup de sociétés en mode, beaucoup de créateurs. On a du classique, hein, Delvaux, Nathan. On a du commercial. Ouais, bien sûr. Cendresse, Essentiel. Ouais. Belle Rose. Ouais, absolument. Mais on a aussi, et ça pour moi, c'est la mode belge, c'est tous ces jeunes entrepreneurs qui sortent de l'Académie d'Anvers ou de la Cambre, qui sont deux écoles qui sont hyper bien. Ouais. Hein? Marine Serre, la Cambre, Mathieu Blasi, le creative director de Bottega Veneta, la Cambre, et puis tous ces jeunes qui sortent de l'Académie d'Anvers, c'est incroyable. Ouais. Et pour moi, ça c'est la mode belge, c'est toute cette créativité. Ouais, cette richesse-là. La mode
très pointu, l'expression hyper créative et hyper personnelle. Moi, je trouve ça très... allez, j'aime ça beaucoup, hein, comme par exemple Leoneke Derksen, de Leo by Leo, une vraie collection Millennial et Gen Z, qui a des codes qui sont beaucoup différents que comment moi je vais m'habiller au quotidien. Mais qu'on voit que ça, c'est quand même des générations autour de nous qui voient les choses différentes. Et moi, je trouve ça passionnant de voir, voilà, ça c'est vraiment une esthétique différente, mais qui est hyper intéressant et que moi, j'arrive à comprendre et à voir où il y a le potentiel. Et c'est ça que moi, j'adore dans la mode belge. Cette modernité, en fait. Oui, hein. oui. Je suis tout à fait d'accord. Et ben justement, parmi toutes ces personnes inspirantes que tu rencontres, est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes, d'ailleurs, à qui tu penses et que tu souhaiterais écouter à mon micro? Oui, moi, je pense tout de suite à Myriam Bhakti. Sa marque s'appelle Bhakti Myriam. Et c'est une jeune femme d'origine marocaine qui a grandi ici en Belgique et qui a vraiment réussi à exprimer la créativité qui fait origine en le caftan marocain, mais qui a aussi toute son expérience de vivre en Belgique, et ça l'a influencé, évidemment, et qui a trouvé le juste product mix, je trouve, de voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des caftans marocains où elle va ajouter de la couleur, des prints qu'elle a vus partout dans la mode belge. Elle a un super produit qui fonctionne très bien et elle est aussi dans le business plan actuel où elle fait la location, qui est quand même aussi quelque chose d'actualité. Oui, absolument. Avant-gardiste à l'époque et moderne. Oui. Et avec une grosse communauté sur Instagram. Donc, elle n'a pas perdu de temps. Elle a très vite su communiquer avec un ton juste, décalé. Et comme tu dis, c'est vachement beau de voir comment elle a réussi à marier, à combiner avec beaucoup d'harmonie ses origines marocaines, cette richesse-là, et puis aussi, sa réalité belge. Quand tu regardes sur son compte Instagram, parce que voilà, on est en train de regarder comment elle peut améliorer sa communication. Et bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais on voit aussi l'humour qui est là-dedans. L'humour belge, un peu absurde. C'est génial. Un peu absurde. Et moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est cool. Donc, voilà, c'est quelqu'un où moi, je vois beaucoup de potentiel. Bonne idée. Myriam Bhakti, c'est B-A-K-H-T-I. Et Myriam, M-Y-R-I-A-M. Super. Bah, écoute, un immense merci, Peggy. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais ajouter comment tu dis en français? Une citation. Une citation venant d'Inde. Je la connais pas, je parle pas indien. Nous non plus. Voilà. Mais en anglais, et moi je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour les clients et pour aussi les créateurs. Parce qu'on vit avec le fast fashion et ce n'est pas toujours évident pour les jeunes créateurs pour arriver à vendre leurs pièces au juste prix. Mais donc, cette expression qui dit « You can't afford to buy cheap ». Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, on ne peut plus s'autoriser à acheter bon marché. Oui. Et c'est vrai que c'est une vraie belle phrase. Ouais. Qui est moche en français, mais bien plus efficace en anglais. « We can't afford to buy cheap ». Oui. Parce que voilà, ça ne sert à rien d'acheter des crasses et après Et on ne peut plus se le permettre. Et pour l'écologie, et pour la santé mentale des créateurs, et pour la longévité d'une marque, et pour notre conscience et notre alignement en tant qu'être humain. On ne peut plus se permettre d'acheter des choses à 5 € ou à 15 €. C'est plus de ce monde, en fait. C'est plus d'actualité. Non, pas du tout. Donc, je trouve que tu as raison. Et tu as raison, c'est une question de mindset, de comment voir les choses et donc d'éducation quelque part. Ouais. Mais je pense que les choses changent et évoluent et moi j'ai l'impression que
ces 10 dernières années, moi aussi j'ai vieilli et moi aussi j'ai un portefeuille qui a changé. Et donc j'ai l'impression qu'avec ça, il y a aussi une prise de conscience qu'on ne peut plus se permettre d'acheter du Zara 4 fois par mois et qu'il est plus pertinent d'acheter peu mais d'acheter mieux. Oui, et aussi de bien de soigner ce qu'on a acheté, Ouais, d'avoir du respect pour le ouais, vêtement et de bien l'entretenir très ouais, bien. ouais, Et comme ça, on a des belles pièces. ouais, Parfois, on peut se faire plaisir et ajouter quelque chose, ouais. mais parce que voilà, moi je pense que tout le monde qui a des belles pièces, que souvent c'est là où on va recevoir des compliments. Ouais, bien sûr. Et puis des pièces qui vont durer. Ouais. Donc c'est une pièce qui va être satisfaisante. On va recevoir des compliments Et comme tu dis. on a aussi de l'amour Ouais, bien sûr. Ouais, pour les pièces où on sait, voilà, j'ai dû faire un effort parce que c'était quand même une somme que j'ai ouais, dépensée. absolument. Donc du respect. Voilà, Ouais. absolument. Et moi, du je coup, pense on peut le transmettre. Et donc pour ça, parce que c'est quelque chose philosophiquement, quand tu vas réfléchir un peu sur cette phrase, you can't afford to buy cheap, c'est aussi, je pense, euh, pour la paix d'âme, Ouais, pour absolument. avoir Ouais. Pour te sentir aussi, bien, oui, pour te sentir en paix avec toi-même. que tu n'es pas entouré par des broles et que tu Ouais, as absolument. des Ouais, belles choses. moins, mais mieux Oui, et plus beau. Et j'aimais bien, tu disais dans l'épisode qu'on a enregistré en néerlandais, qu'un manteau à 1200 euros, il va te durer 10 ans, et donc c'est 120 euros par an. oui, Je trouve que c'est intelligent de voir oui, ça comme ça, c'est tout à fait vrai. Et moi, j'ai une petite fille de 9 ans, et j'adore l'idée, et elle aussi, de se dire qu'elle pourra piquer mes belles pièces et mes manteaux. Et en effet, du coup, ça a du sens aussi de pouvoir ouais. faire partager, faire vivre sur une autre génération une belle pièce. Ça, tu sais pas le faire avec une pièce à Ah non, 20 non, non, euros qui, non. après 3 Ah non, non, non. lavages... Mais pour ça, il faut le savoir-faire aussi Ouais, de la production. ouais, Hein. Par exemple, un manteau qui est bien fait, il y a une vraie construction bah dedans. oui. Ouais. Et c'est vrai, et j'aime bien aussi cette idée que, en fait, il faudrait emmener tous les jeunes gens, ceux qui sont nés en effet avec cette fast fashion, à aller découvrir et sentir et voir et Oui, toucher et voir les finitions et porter le poids d'un de ces beaux manteaux à 1200 oui, euros dont on parle, pour qu'ils se rendent compte de quoi on parle en fait. ouais. Et déjà, je pense que ce serait sûrement une découverte. Et voilà, et donc du coup, c'est une découverte qui pourrait être jolie. Oui, moi j'ai un long manteau de Burberry Ouais, Person. Et quand moi je le prends, ouais, ouais, pour le mettre, je tombe. Allez, c'est un énorme poids parce que ouais, c'est dans un Harris Street. ouais, je vois très bien. Tu vois, donc déjà la matière, Ouais, elle je vois très est bien. costaud. Ouais, moi j'ai une cape comme ça aussi de Chloé qui est hyper lourde et tu sais, qui tient super bien la pluie. C'est aussi des Oh, très très oui, belles matières. et comme le manteau de Burberry, c'est un Harris Street, Ouais, donc je vois c'est très bien. 100% laine. Ouais, c'est canon. Ça tient chaud hein, Ouais, pendant l'hiver. Ouais. super. Et ben écoute, un grand merci Peggy et longue vie à la mode belge et aux belles pièces qu'on affectionne toutes les deux. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, oui_love_belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.